Dans un petit village reculé, 3 jeunes filles croyaient que la beauté et l'argent pouvaient tout acheter. Mariam, Nafissa et Christelle, 3 amies inséparables, prêts à tout pour vivre la vie de luxe dont elles rêvaient. Mais une nuit, aveuglées par l'appât du gain, elles ont accepté la proposition d'un riche étranger, sans savoir qu'elles venaient de vendre bien plus que leur corps. Elles venaient de vendre leurs âmes, ce qui leur arriva ensuite à glacer le sang de tout un village. Restez jusqu'à la fin, car la leçon que vous allez découvrir pourrait vous sauver d'un piège dans lequel beaucoup tombent encore aujourd'hui, celui de l'argent facile, du paraître et des promesses empoisonnées. Dans un petit village perdu au cœur de la savane, là où le soleil brûle la terre rouge chaque après-midi, vivaient 3 filles inséparables, Mariam, Nafissa et Christelle. Elles avaient grandi ensemble comme 3 sœurs dans ce lieu où tout le monde connaît tout le monde, où chaque sourire est observé et chaque erreur commentée. Mais avec le temps, ces 3 amies étaient devenues le sujet de toutes les discussions. Elles étaient belles. Trop belles peut-être pour un si petit village. Mariam, la plus âgée, avait un regard profond, une voix douce mais une langue tranchante. C'était elle la meneuse, celle qui décidait, celle que les autres suivaient sans poser de questions. Nafissa, la plus audacieuse, ne sortait jamais sans son rouge à lèvres rouge vif et son petit sac brillant qu'elle balançait à la main comme un trophée. Et Christelle, la plus douce, la plus naïve, celle qui riait tout le temps, même quand la situation devenait sérieuse. Elles étaient inséparables. On les voyait partout, au marché, à la rivière, dans les ruelles poussiéreuses du village. Et partout où elles passaient, les têtes se tournaient. Les jeunes hommes les regardaient avec admiration. Les anciens, eux, détournaient le regard avec dégoût. Ces filles-là, disait toujours la vieille Jabba, elles finiront mal. Toujours dehors, toujours maquillées, comme des femmes de la ville, ajoutait un vieux en secouant la tête. Mais rien ne semblait les atteindre. Elles riaient de tout, se moquaient des critiques et vivaient comme si le monde leur appartenait. Leur vie n'était faite que de fêtes, de musique et de paraître. Chaque soir, après le coucher du soleil, elles se retrouvaient dans les petits maquis du village, ces bars bruyants où la bière coulait à flots et où la musique coupait le silence de la nuit. On les voyait danser, sourire, rire fort. Les garçons se bousculaient pour leur offrir à boire. Nafissa, viens danser avec moi. Mariam, ce soir c'est toi ma reine. Elles se laissaient courtiser sans jamais se livrer complètement. Elles savaient le pouvoir qu'elles avaient sur les hommes et elles en jouaient. Les habits qu'elles portaient faisaient scandale. Des robes moulantes achetées à crédit, des perruques venues de la ville, des talons hauts qui claquaient sur la terre sèche. Leur beauté, c'était leur arme. Et dans un village où la pauvreté faisait plier les dos, leur éclat faisait briller la jalousie et la haine. Les parents, eux, ne savaient plus quoi faire. Les mères pleuraient en silence. Les pères baissaient les yeux de honte. Un soir, le père de Mariam rentra du marché la mine sombre. Il trouva sa fille en train d'essayer une nouvelle robe courte et brillante qu'un garçon lui avait offerte. « Mariam, dit-il d'une voix tremblante, tu veux nous tuer de honte ? » « Papa, soupira-t-elle, arrête avec tes histoires de honte. On est à l'ère moderne. Moderne ne veut pas dire sans dignité, ma fille. Dignité ? Tu veux que je reste à cultiver la terre pendant que les autres vivent leur vie ? Il resta silencieux. Ce soir-là, il comprit qu'il avait perdu sa fille face à quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler, la soif de paraître. Les semaines passèrent. Le trio devenait chaque jour plus populaire. Les jeunes garçons rêvaient d'elle, les femmes les jalousaient, les anciens les maudissaient. Mais un jour, un étranger arriva au village. Il était différent. Grand, bien habillé, la barbe soigneusement taillée, les yeux cachés derrière des lunettes sombres. Il avait l'allure d'un homme de la ville, mais une voix grave et lente qui inspirait le respect. Il s'installa dans une grande maison récemment construite à la sortie du village. Personne ne savait vraiment d'où il venait, ni ce qu'il faisait. Mais très vite, tout le monde parla de lui. On dit qu'il a beaucoup d'argent. On dit qu'il est veuf. On dit qu'il cherche quelqu'un pour s'occuper de sa maison. Les rumeurs circulaient comme le vent et forcément, elles finirent par arriver aux oreilles des 3 filles. Ce soir-là,
elles étaient assises sous le grand manguier du marché, un soda à la main, riant aux éclats. « Vous avez entendu ? Un homme riche est arrivé au village. »« Riche comment ?» demanda Nafissa avec un sourire plein d'intérêt. « Assez riche pour louer la maison de Moussa le commerçant, » répondit Christelle. « Intéressant ?» murmura Mariam. « Peut-être qu'il a besoin de compagnie. » Elles éclatèrent de rire. Mais au fond d'elles, une petite étincelle de curiosité venait de s'allumer. Les jours suivants, on vit souvent les trois filles passer devant la maison du vieil homme, riant, secouant leurs cheveux et lançant des regards discrets. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que lui aussi les observait. Chaque soir, depuis sa terrasse, il les regardait marcher dans la rue dans leurs habits de fête. Ses yeux suivaient chacun de leurs gestes, chaque rire, chaque mouvement. Un soir, Mariam sentit ce regard. Elle se retourna brusquement et leurs yeux se croisèrent. Un long silence s'installa. L'homme sourit. Un sourire lent, presque froid. Puis il entra dans la maison et referma la porte. Mariam resta figée quelques secondes puis ricana. Ce vieux-là m'a regardé comme s'il voulait me manger. Peut-être qu'il veut juste t'inviter à dîner, répondit Nafissa en riant. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait marquer le début de leur chute. Plus les jours passaient, plus les rumeurs enflaient. Les gens disaient que le vieil homme passait ses nuits dehors, qu'il priait à voix basse dans sa cour, qu'on entendait parfois des bruits étranges venant de sa maison. Mais pour les filles, tout cela n'était que des histoires de vieux. Elles continuaient leur vie insouciante. Un soir, dans le maquis chez Aïa, la musique battait son plein. Les filles étaient entourées d'admirateurs. Mais soudain, un silence s'installa. L'homme venait d'entrer. Il s'assit seul à une table dans un coin sombre. Le gérant se précipita pour le servir. Les filles, curieuses, le regardaient de loin. « C'est lui », murmura Christelle. « Il est encore plus impressionnant en vrai », dit Nafissa. « Regardez comme il ne parle à personne », ajouta Mariam. « Il fait peur, non ? Ou il fait riche », répondit Nafissa avec un clin d'œil. Le lendemain soir au maquis, tout le village parlait du mystérieux étranger. Personne ne connaissait son nom exact. Certains l'appelaient Monsieur Karim. D'autres disaient, le vieil homme de la Maison Blanche. Mais une chose était certaine, il n'était pas comme les autres. Il sortait rarement. Quand il marchait dans les ruelles, les enfants s'arrêtaient de jouer. Les chiens cessaient d'aboyer et les femmes se signaient discrètement en le croisant. Il avait quelque chose dans son regard, une lueur sombre, presque hypnotique, qui troublait quiconque croisait ses yeux. Au marché, les discussions allaient bon train. M'ont dit qu'il a vécu dans plusieurs pays. Non, moi j'ai entendu qu'il a perdu sa femme dans un accident. D'autres disent qu'il n'est même pas humain. Mais les trois amis riaient de ces rumeurs. Pour elles, c'était juste un homme riche, mystérieux et fascinant. Ce matin-là, Mariam, Nafissa et Christelle étaient assises devant la boutique de couture. Elles parlaient de lui encore et encore, comme si cet homme était devenu une obsession. « Je me demande quel âge il a, » dit Christelle. « Peu importe son âge, » répondit Nafissa, « il est riche. »« Et dangereux, » ajouta Mariam d'un ton plus sérieux. « Tu crois ? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dans ses yeux, comme si on y voyait la mort. » Un silence s'installa, puis Nafissa éclata de rire. « Oh, arrête avec tes histoires de films. Je te jure, Nafissa, ce regard, je ne l'oublierai jamais. » 3 jours passèrent. Une chaleur écrasante pesait sur le village. Les filles passaient leurs après-midi à l'ombre du grand arbre, parlant de mode, de garçons et de rêves d'ailleurs. Quand soudain, un jeune garçon arriva en courant. « Mariam. Nafissa. Christelle. L'homme de la Maison Blanche vous cherche. » Elles se regardèrent, surprises. « Nous ? Oui. Il a dit qu'il veut vous voir. » Un long silence suivit. Puis, comme poussées par une force invisible, elles se levèrent et suivirent le garçon. La maison était immense, peinte en blanc, avec une grande cour entourée de manguiers. Devant la porte, 2 chaises en bois et un parfum entêtant flottaient dans l'air.
L'homme les attendait, assis, vêtu d'un boubou noir brodé d'or. Entrez, mes filles. Ne restez pas dehors sous ce soleil. Sa voix était grave, douce, presque apaisante, mais son sourire semblait cacher quelque chose. Elles s'assirent, un peu nerveuses. L'homme posa un regard lent sur chacune d'elles. Vous êtes très belle, très jeune aussi. Merci, monsieur, répondit Christelle timidement. Dans la vie, la beauté est une arme. Mais mal utilisée, elle se retourne contre vous. Ces mots résonnèrent étrangement. Mariam fronça les sourcils. Vous vouliez nous voir, monsieur? Oui, dit-il. J'ai une proposition pour vous. Une opportunité qui ne se présentera qu'une fois dans votre vie. Les filles échangèrent un regard. L'homme poursuivit. J'ai besoin de 3 compagnes pour une nuit seulement. Vous, mes filles, vous serez bien traitées, bien logées et surtout très bien récompensées. Le silence tomba d'un coup. On entendait seulement le vent frôler les feuilles du manguier. Une nuit, répéta Christelle, hésitante. Une seule, confirma-t-il. Il se leva lentement, marcha jusqu'à une petite table et posa un sac en cuir devant elle. Quand il l'ouvrit, les filles virent des liasses de billets épais et neufs. Tout cela pour vous, si vous acceptez. Leur cœur battait plus vite. Christelle sentit une peur inexplicable monter en elle. Et si on refuse, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Alors, dit-il en souriant, une autre chance vous sera offerte plus tard, mais pas avec moi. Il les fixa un instant puis ajouta. Prenez le temps d'y penser. Ce soir à 22h, je vous attendrai à l'hôtel du village. Si vous venez, le reste vous appartiendra. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Il se leva et leur serra la main une à une. Quand sa peau toucha celle de Mariam, elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Sur le chemin du retour, personne ne parlait. Le silence pesait lourd comme une pierre sur leurs épaules. Ce fut Nafissa qui brisa la glace. Vous avez vu tout cet argent? On pourrait changer de vie. Tu penses à l'argent, toi, dit Mariam. Mais cet homme me fait peur. Peur? Pour une nuit? Nafissa. Tu n'as pas remarqué ses yeux? Ses yeux sont comme ceux d'un homme puissant, et moi j'aime ça. Christelle resta muette. Ses mains tremblaient. Quelque chose en elle criait que ce n'était pas normal. Ce soir-là, elle pria longuement, demandant à Dieu de lui donner la force de dire non. Mais dans sa tête, la voix de Nafissa résonnait sans cesse. Une seule nuit, et notre vie change. Le soleil se coucha lentement derrière les collines. Le ciel devint rouge, puis sombre. L'air se fit lourd, presque étouffant. Les filles se préparèrent comme pour une fête. Elles sortirent leurs plus belles robes et se maquillèrent longuement devant le petit miroir fissuré. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda Mariam à Christelle. « Je ne sais pas. Si tu veux, tu restes, » dit Nafissa avec un sourire moqueur. « On partagera ton argent. » Après un long silence, Christelle répondit. « Non, je viens. » Elles se regardèrent dans la glace. 3 filles magnifiques, jeunes, pleines d'espoir. Mais derrière leur sourire se cachait une peur qu'elles n'osaient pas nommer. L'hôtel du village se trouvait au bord de la route principale, un vieux bâtiment peint en jaune, à moitié désert. Les chambres étaient simples mais propres. Ce soir-là, une seule chambre était éclairée, celle du fond. Elles marchèrent lentement vers la porte. Leur cœur battait fort. Le vent soufflait, faisant claquer les fenêtres. Mariam frappa doucement. Puis la porte s'ouvrit. L'homme apparut, vêtu d'un grand boubou blanc. Derrière lui, des bougies allumées et un parfum puissant, presque étouffant. « Entrez, mes filles. La nuit est à nous. » À l'intérieur, la chambre était décorée bizarrement. Des symboles gravés sur les murs, des tissus rouges sur le lit, des miroirs partout. « C'est quoi ça ?» demanda Christelle mal à l'aise. « Juste de la décoration, » répondit-il calmement. « Vous aimez ?» Il versa du vin dans 3 verres. « Buvez, mes filles. Cela vous détendra. »
Elles hésitèrent puis portèrent les verres à leurs lèvres. Le liquide avait un goût amer. Quelques minutes plus tard, leurs têtes commencèrent à tourner. Leur rire devint plus fort, leurs gestes plus lents. L'homme les observait en silence. Puis lentement, il éteignit les lampes, ne laissant que la lueur des bougies danser sur les murs. « Maintenant, dit-il d'une voix grave, laissez-vous aller. » Et dans cette nuit trouble, quelque chose de sombre entra dans la pièce. Les premières lueurs du soleil traversaient la fenêtre. Les filles se réveillèrent lentement, la tête lourde. L'homme n'était plus là. Mais sur la table, un grand sac d'argent les attendait. « Il est parti ?» demanda Mariam, la voix encore tremblante. « Apparemment, répondit Nafissa. Mais il a laissé tout ça. » Elles se regardèrent puis éclatèrent de rire. « Je t'avais dit que ce serait facile, lança Nafissa. On est riche, ajouta Mariam. Christelle, elle, resta silencieuse. Elle regardait le lit, les draps froissés, et sentit un frisson lui parcourir le dos. Une odeur étrange persistait dans la pièce. Une odeur de sang et d'encens. « Vous sentez ça ?» murmura-t-elle. « Arrête de dire ça. C'est juste l'odeur des bougies. » Elles prirent l'argent, le partagèrent et quittèrent l'hôtel en riant. De retour au village, elles étaient comme transformées. Elles marchaient fièrement, leurs sacs remplis de billets. Elles offrirent de la nourriture aux enfants, achetèrent de nouveaux vêtements et payèrent des tournées au maquis. Tout le monde se demandait d'où venait leur richesse soudaine. « Vous avez volé ?» demanda une vieille femme. « Non » répondit Nafissa en riant. « Dieu bénit ses enfants. » Les jeunes les enviaient, les femmes les détestaient, les anciens les craignaient. Mais aucune d'elles ne savait que ce qu'elles avaient accepté n'était pas un don, mais un pacte. Le soleil s'était couché sur le petit village, laissant place à un ciel lourd teinté de rouge et d'ombre. Dans la nouvelle maison qu'elles avaient louée, Mariam, Nafissa et Christelle riaient encore autour d'un repas improvisé. Elles avaient acheté du poulet rôti, du pain et du vin pour célébrer encore une fois leur nouvelle vie. Leur table n'était qu'une planche posée sur 2 briques, mais à leurs yeux c'était un festin de reine. « Tu vois, dit Christelle la bouche pleine, je t'avais dit qu'on allait finir par vivre comme de vraies femmes de la ville. On a travaillé pour ça, répondit Mariam en éclatant de rire. Travailler comme ça. Si c'est ça le travail, alors je veux travailler tous les jours. Les 3 jeunes femmes éclatèrent de rire, inconscientes que ce soir-là leur joie était la dernière avant la tempête. La nuit tomba, chaude et étouffante. Dans le silence, Mariam s'endormit la première. Mais à peine ses paupières fermées, son sommeil fut traversé par un rêve étrange. Elle se trouvait dans une chambre obscure, éclairée seulement par une flamme rouge qui vacillait au loin. Autour d'elle, des ombres bougeaient lentement, comme des silhouettes humaines sans visage. Et au centre, il y avait lui. L'homme de l'hôtel. Vêtu de blanc, le regard vide, ses lèvres murmuraient des mots qu'elle ne comprenait pas. Son visage semblait se tordre lentement, se transformant en quelque chose d'inhumain. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. » Mariam se réveilla en sursaut. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Autour d'elle, tout était calme. Christelle ronflait doucement. Nafissa dormait, le bras sur le visage. Mariam se leva, chercha son téléphone mais la batterie était morte. Une bougie tremblotait sur la table et pendant un instant elle eut l'impression de voir une ombre bouger derrière la fenêtre. Mais quand elle s'approcha, il n'y avait rien. Le lendemain matin, elle raconta tout à ses amis. « J'ai fait un cauchemar horrible. Je crois qu'on nous a fait quelque chose cette nuit-là. » Christelle éclata de rire. « Oh Mariam, arrête. C'est juste la fatigue. Tu réfléchis trop. Je te jure, j'ai vu son visage. Il m'a parlé. Ou bien tu as juste trop mangé avant de dormir, dit Nafissa en mâchant son pain. » Mariam soupira. Elle sentait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Les jours suivants, Mariam devint plus silencieuse. Pendant que Christelle et Nafissa sortaient danser dans les maquis du village voisin, elle restait souvent seule à la maison, à fixer le plafond.
Elle avait remarqué des choses étranges. Des bruits dans la nuit, des pas autour de la maison et parfois une odeur bizarre, comme de la chair brûlée. Une nuit, alors qu'elle fermait la porte, elle entendit quelqu'un murmurer son nom. Mariam. Elle sursauta. La voix semblait venir du dehors, derrière la maison. Elle prit son courage, sortit une lampe torche et s'avança dans la cour. Mais la cour était vide. Seul le vent faisait frémir les feuilles du manguier. Soudain, elle sentit une main froide se poser sur son épaule. Elle hurla et se retourna. Mais il n'y avait personne. La lampe tomba et s'éteignit. Le lendemain, elle décida d'aller voir un marabout, un vieil homme aveugle respecté dans tout le village. Assise devant lui, elle raconta son rêve, ses peurs et les événements étranges. Le vieillard écouta longuement puis murmura. « Mon enfant, ce que vous avez fait cette nuit-là n'était pas un simple jeu. Cet homme n'était pas un homme ordinaire. Vous avez partagé son énergie, son sang et son esprit. » Mariam sentit son sang se glacer. « Mais, il nous a donné de l'argent. Il est parti. » Le marabout secoua la tête. « Il vous a laissé plus que de l'argent. Il vous a laissé une dette. » Elle rentra chez elle tremblante. Mais quand elle raconta cela à Nafissa et Christelle, elles éclatèrent encore de rire. « Tu deviens folle, dit Nafissa. »« Des histoires de marabouts, c'est pour les vieilles personnes, ajouta Christelle. »« Je vous préviens, murmura Mariam. Quelque chose nous suit. » La nuit suivante, Mariam refit le même rêve. Cette fois, l'homme ne parlait plus. Il se tenait debout devant elle, le corps couvert de cicatrices, les yeux rouges. Il lui tendait la main. Et derrière lui, deux silhouettes apparurent. Nafissa et Christelle. Nues, immobiles, le regard vide. Quand il posa sa main sur sa joue, elle sentit une chaleur brûlante la traverser. Elle se réveilla en criant. Christelle et Nafissa accoururent. « Encore un cauchemar ?» demanda Christelle, agacée. « Je vous jure, je crois qu'il veut nous tuer » sanglota Mariam. Mais cette fois, Nafissa la regarda plus sérieusement. « C'est bizarre quand même, depuis qu'on est allé à cet hôtel, je fais aussi des rêves étranges. »« Toi aussi ?»« Oui, mais je n'y ai pas prêté attention. » Elles se regardèrent toutes les trois. Le silence retomba dans la pièce. Pour la première fois, la peur s'installa vraiment dans leur cœur. Les jours passèrent, et tout s'empira. Les miroirs se brisaient sans raison. Leurs vêtements disparaissaient, remplacés par de vieux habits qu'elles ne connaissaient pas. Des traces de boue apparaissaient dans la maison chaque matin, comme si quelqu'un entrait la nuit. Une fois, Mariam trouva un symbole gravé sur le mur. Un cercle entouré de signes étranges. Elle cria. Nafissa accourut. Mais le symbole avait disparu. Christelle, elle, commençait à devenir nerveuse. Elle faisait semblant de ne pas y croire, mais ses mains tremblaient quand elle parlait. Un soir, elles décidèrent de sortir au maquis pour se changer les idées. La musique, les rires, l'odeur du poulet braisé, tout semblait normal. Mais au moment où Mariam leva la tête, elle le vit. Assis au fond du maquis. Un vieil homme vêtu de blanc. Il la fixait sans bouger. Ses yeux brillaient dans l'ombre. Elle sentit tout son corps se glacer. Elle cligna des yeux. L'homme avait disparu. Elle se leva brusquement et hurla. « Il est là. Je l'ai vu. » Christelle la retint. « Assieds-toi. Il n'y a personne. » Mais Mariam tremblait comme une feuille. Elle savait ce qu'elle avait vu. Cette nuit-là, la pluie tomba violemment. Mariam ne ferma pas l'œil. Elle priait à voix basse, tenant un chapelet qu'elle avait trouvé chez sa mère. Chaque éclair illuminait la chambre, révélant les visages fatigués de ses amis. Soudain, un bruit, un choc violent contre la fenêtre, puis un autre, comme si quelque chose grattait le bois avec des ongles. Mariam se leva tremblante. Elle approcha de la fenêtre, le souffle court, et là elle vit un visage, celui de l'homme pâle, déformé, au regard vide. Elle hurla de toutes ses forces. Christelle et Nafissa se levèrent en panique, mais quand elles s'approchèrent de la fenêtre, il n'y avait plus rien. Seulement la pluie, seulement la nuit. Mariam semblait ailleurs.
Ses yeux étaient vides, son visage fatigué. « Je ne peux plus rester ici, murmura-t-elle. « Et tu veux aller où ?» répondit Nafissa. « Je ne sais pas, mais je sens qu'il va revenir. » Elle fit sa valise et décida d'aller chez sa tante dans le village voisin. Mais sur le chemin, la pluie redoubla, un orage violent éclata et elle décida finalement de rentrer. Personne ne sut vraiment pourquoi. Et cette nuit-là fut la dernière où Mariam parla. Le matin suivant, Christelle se leva la première. Elle appela Mariam. Pas de réponse. Elle frappa à la porte, toujours rien. Quand elle entra, son cri déchira le silence. Mariam était allongée sur son lit, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans une expression d'horreur. Son corps était couvert de griffures comme si elle s'était battue avec quelque chose d'invisible. Le village entier accourut. Les anciens murmurèrent des prières, les femmes pleuraient. Certains disaient qu'elle avait été maudite, d'autres pensaient qu'elle avait été punie. Mais Christelle et Nafissa savaient. Elles savaient que Mariam n'était pas morte seule, quelque chose l'avait emportée. Cette nuit-là, le village ne dormit pas. La mort de Mariam avait secoué tout le monde. On disait que son visage était resté figé dans une expression d'horreur et que même le marabout du village avait refusé de toucher son corps. Certains murmuraient qu'elle avait été victime d'un esprit. D'autres disaient simplement, c'est la punition de Dieu. Mais Nafissa et Christelle savaient qu'il s'agissait de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible, de plus profond, de plus ancien. Pendant les jours qui suivirent, un silence pesant s'installa dans leur maison. Les rires avaient disparu et même la lumière semblait avoir peur d'y entrer. Nafissa passait ses journées allongée, les yeux fixés sur le plafond. Christelle, elle, faisait semblant d'aller bien, nerveuse, parlant parfois toute seule. « On devrait partir d'ici, Nafissa. »« Partir où ?» répondit-elle d'une voix vide. « Loin, tant qu'on le peut encore. »« Tu crois qu'on peut fuir ce qu'on ne voit pas ?» Cette phrase résonna longtemps dans la tête de Christelle. 3 nuits après l'enterrement de Mariam, Nafissa fit son premier cauchemar. Elle rêva qu'elle était dans la chambre de Mariam, seule. Le lit était vide, mais des griffures apparaissaient lentement sur les draps. Une voix chuchotait son nom encore et encore, Nafissa. Nafissa. Elle voulut fuir mais la porte était verrouillée. Quand elle se retourna, Mariam était là. Ses yeux étaient noirs, son visage couvert de sang séché. « Pourquoi tu n'as pas écouté ?» murmura-t-elle. Puis soudain Mariam posa sa main glacée sur son cou. Nafissa se réveilla en hurlant. Christelle accourut. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Nafissa pleurait, tremblante. Elle était là. « Mariam, elle m'a parlé. » Christelle recula, pâle. « Arrête, ne dis pas ça. Je te jure, elle m'a touché. » Elles restèrent éveillées jusqu'au matin, serrées l'une contre l'autre, sans oser fermer les yeux. Le lendemain, Nafissa se plaignit de démangeaisons sur la peau. D'abord sur les bras, puis sur le dos, puis sur tout le corps. Des marques apparurent, des traces rouges comme des griffures. « Tu t'es blessé ?» demanda Christelle. « Non, ça brûle. J'ai l'impression que quelque chose me ronge. » Elle alla au dispensaire du village. L'infirmière secoua la tête, ce n'est pas une maladie. Peut-être une réaction, ou le stress. Mais Christelle avait vu les marques se former sous ses yeux, comme si une main invisible griffait sa peau. La nuit suivante, Nafissa se mit à hurler dans son sommeil. Quand Christelle alluma la lampe, elle la vit se gratter le ventre avec rage jusqu'à faire couler le sang. Elle criait le nom de Mariam. « Arrête Nafissa! Arrête !» Mais Nafissa semblait possédée. Ses yeux étaient vides et ses ongles s'enfonçaient dans sa chair. Christelle la secoua de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle s'effondre, épuisée. Le lendemain matin, Christelle décida de retourner voir le marabout. Mais en chemin elle croisa une vieille femme assise au bord de la route. Elle ne l'avait jamais vue auparavant.
La vieille leva la tête et dit calmement, « Tu cherches des réponses, ma fille ?» Christelle s'arrêta surprise. « Comment vous savez ?» La vieille esquissa un sourire sans dents, « Parce que la mort tape déjà à ta porte. » Christelle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui êtes-vous » ? « Celle qui sait. Celle qui voit. Dis-moi jeune fille, qu'avez-vous fait avec l'étranger ?» Avant que Christelle ne puisse répondre, la vieille femme avait disparu comme une ombre avalée par le vent. 2 jours plus tard, Nafissa s'enferma dans sa chambre. Elle disait qu'elle entendait des voix, qu'on l'appelait dans la nuit. Christelle essayait de la rassurer mais Nafissa ne voulait plus sortir. Le 3e jour, les cris commencèrent. Des hurlements terrifiants mêlés de pleurs et de coups contre les murs. Christelle força la porte. Le spectacle la figea. Nafissa était à genoux, couverte de sang, se griffant le visage. Ses yeux étaient vitreux, son souffle coupé. Elle répétait le même mot, « Pardon, pardon, pardon ». Christelle courut vers elle, mais dès qu'elle la toucha Nafissa s'effondra, morte. Son dernier souffle s'échappa dans un murmure presque inaudible, « Il vient pour toi ». Le village enterra Nafissa à côté de Mariam. Christelle, en larmes, restait debout devant la tombe incapable de parler. Les gens murmuraient encore, « Ce sont des filles maudites, elles ont joué avec le feu ». Mais personne ne connaissait la vérité. Cette nuit-là, après l'enterrement de Nafissa, le vent soufflait fort sur le village. Le ciel sans lune semblait pleurer avec elle. Christelle marchait seule sur le chemin du retour, trempée, les pieds lourds, le cœur vidé. Ses pas résonnaient dans le silence comme un écho de mort. Les villageois la regardaient passer sans un mot. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient, « Voilà la dernière, elle ne passera pas la semaine. » Mais Christelle n'écoutait plus personne. Son esprit était ailleurs, prisonnier d'un tourbillon d'images, le visage figé de Mariam, les cris de Nafissa, le sang sur ses mains, les griffures sur les murs. Tout se mélangeait dans sa tête. De retour à la maison, le silence était total. Les lits vides, les vêtements encore pliés sur les chaises. Le parfum de ses amis flottait encore dans l'air. Christelle s'assit au milieu de la chambre et se mit à pleurer longtemps jusqu'à ce que sa gorge se serre et qu'aucun son ne sorte plus. « Pourquoi moi ? Pourquoi vous êtes parti ?» murmura-t-elle. Mais seule la pluie lui répondit, frappant le toit de tôle comme un tambour funèbre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant la porte, le souffle court, convaincue que quelque chose allait entrer. Vers 3 heures du matin, une ombre passa devant la fenêtre. Christelle sursauta, attrapa une bougie et s'approcha lentement. Mais la flamme vacilla soudainement. Elle sentit un souffle froid sur sa nuque. Christelle. La voix était grave, lointaine. Celle de Mariam. Christelle se retourna brusquement. Rien. Juste la bougie qui s'éteignait. Alors, dans le miroir, elle vit quelque chose derrière elle. La silhouette de Nafissa. Son visage n'était plus humain. Ses yeux noirs, sa bouche tordue, ses mains couvertes de sang. Christelle hurla et lança le miroir au sol. Il éclata en 1000 morceaux. Le lendemain matin, les voisins racontèrent avoir entendu des cris toute la nuit, mais personne n'avait osé venir voir. Ils disaient, quand l'esprit frappe, mieux vaut ne pas s'en mêler. Les jours passèrent. Christelle ne mangeait plus. Elle parlait seule, riait parfois, pleurait souvent. Elle s'adressait à des gens invisibles. « Non, je n'irai pas avec vous. Laissez-moi tranquille », criait-elle parfois dans le vide. Sa mère, qui vivait dans une cour voisine, tenta de venir la voir, mais son mari l'en empêcha. « Cette fille a apporté la honte et le malheur sur notre nom. Laisse-la. » Mais une mère ne ferme jamais le cœur à son enfant. Chaque nuit, elle se glissait dehors pour venir écouter derrière la porte de Christelle. Et ce qu'elle entendait la glaçait, des murmures, des voix, des pleurs et parfois, des rires d'hommes. Une nuit, alors que le vent soufflait fort, Christelle se mit à frapper les murs. Les voisins accoururent,
pensant à une attaque. Mais quand ils ouvrirent la porte, ils reculèrent d'horreur. Christelle était debout au milieu de la chambre, les yeux révulsés, les bras couverts de sang. Elle répétait sans cesse. « Il est là, il m'attend, il veut mon âme. » Ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Des marques apparaissaient sur son ventre, comme tracées par un couteau invisible. « Fermez la porte !» cria un vieil homme. « C'est un esprit. » Les gens s'enfuirent, laissant la jeune femme seule. Le lendemain, on retrouva la maison vide. Christelle avait disparu. Elle courait dans les champs, pieds nus, trempée de sueur, hurlant à l'aide. « Maman! Maman! Sauve-moi !» Sa mère, réveillée par les cris, se précipita dehors. Quand elle vit sa fille, ses larmes coulèrent toutes seules. Christelle semblait méconnaissable, les cheveux en bataille, les yeux fous, la peau écorchée. Elle se jeta dans ses bras. « Maman, il me poursuit. L'homme de l'hôtel, il veut m'emporter. » Sa mère la serra fort. « Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Je ne te laisserai pas. » Mais le père arriva, furieux. « Rentre à la maison, femme. Cette fille est perdue. » « Non, » hurla la mère. Elle se tourna vers lui, le visage trempé de larmes. « C'est notre fille. Je ne la laisserai pas mourir comme les autres. » Le silence tomba. Puis, défiant son mari, elle prit Christelle par la main et l'emmena. Elles marchèrent longtemps dans la nuit, à travers les champs et les chemins boueux, jusqu'à arriver devant une petite case isolée au bord du marigot. Une lampe à huile brûlait faiblement à l'intérieur. Et là, assise sur un tabouret en bois, la vieille femme. Christelle la reconnut aussitôt. C'était celle qu'elle avait croisée avant la mort de Nafissa. La vieille leva les yeux. « Je t'attendais. » Sa voix était calme, presque douce. « Vous saviez, » balbutia Christelle. « Oui. Tu portes une marque que je vois depuis le début. » Elle pointa son doigt vers le ventre de la jeune fille. Une trace noire s'y formait lentement, comme un tatouage vivant. « C'est le sceau du ritualiste, » dit la vieille femme. « Cet homme que vous avez suivi n'était pas un simple humain. Il avait passé un pacte. Chaque plaisir qu'il prenait lui volait des années de vie, et chaque femme devenait une offrande. » Christelle tomba à genoux en larmes. « Que dois-je faire ? Je ne veux pas mourir. Tu dois avouer tout ce que tu as fait. Ce que tu as pris. Ce que tu regrettes. L'esprit ne libère que les âmes sincères. » Alors, dans la petite case, Christelle parla. Elle raconta tout, l'argent, la nuit à l'hôtel, la disparition de l'homme, les rires, l'odeur étrange, et les morts de ses amis. Sa mère pleurait à côté d'elle. « Ma fille, pourquoi ? Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» Christelle, à genoux, répondit d'une voix brisée. « Parce que j'étais aveuglée par l'argent, par la beauté, par la facilité. » La vieille femme se leva lentement. « Alors, tu peux encore être sauvée. » Elle prit une petite calebasse remplie d'eau claire. « Cette eau vient du marigot sacré. Lave-toi dedans et ne te retourne pas, quoi qu'il arrive. » La nuit était silencieuse. Le marigot brillait sous la lumière de la lune. Christelle entra lentement dans l'eau, vêtue d'un simple pagne blanc. La vieille femme et sa mère restaient sur la berge, priant à voix basse. Soudain, le vent se leva. L'eau devint glacée. Une voix résonna. « Tu ne peux pas m'échapper, Christelle. » C'était lui, l'homme de l'hôtel. Sa silhouette apparut sur l'eau, immense et déformée. Ses yeux rouges fixaient la jeune femme. Christelle tremblait mais continua de se laver. « Tu ne m'auras pas !» cria-t-elle. L'eau bouillonna. Des bulles noires remontaient à la surface. Puis, dans un hurlement terrifiant, la silhouette disparut. Un silence profond suivit. Soudain, le vent tomba. Le marigot retrouva son calme. Christelle sortit de l'eau, épuisée. Son corps semblait plus léger. Les marques sur sa peau avaient disparu. Elle s'effondra dans les bras de sa mère. La vieille femme s'approcha et murmura. «
C'est fini. Mais n'oublie jamais ce que tu as appris ce soir. L'argent facile attire les esprits qui se nourrissent des âmes faibles. Christelle hocha la tête en larmes. Je ne serai plus jamais la même. Les jours passèrent. Christelle retrouva la raison. Les villageois, d'abord méfiants, finirent par comprendre qu'elle n'était plus la même fille. Elle commença à aider sa mère au marché, à prier chaque matin, à vivre simplement. Certains disaient qu'ils voyaient parfois une lumière briller près du marigot la nuit. D'autres disaient que c'étaient les âmes de Mariam et Nafissa, enfin apaisées. Christelle, elle, ne parla plus jamais de cette nuit. Mais chaque fois qu'elle voyait une jeune fille courir après le luxe, elle murmurait. L'argent qui vient sans peine apporte toujours la douleur. Cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas un jeu et que derrière chaque tentation facile se cache parfois un prix trop lourd à payer. Mariam, Nafissa et Christelle l'ont appris dans la douleur. Leur histoire restera une leçon, toujours écouter les anciens et ne jamais se laisser aveugler par l'argent et la facilité.